Merci beaucoup à Fabrice parce qu'il y a très peu de choses à rajouter à tout ce qui a été dit. Je vais me contenter peut-être de réagir sur deux ou trois points complémentaires parce que honnêtement je partage la quasi-totalité de ces conclusions en insistant sur le cas particulier de l'EBA pour une raison très simple, c'est que, et comme Fabrice l'a justement dit, quand on a créé l'EBA, suite au rapport de Larosière, dans les conditions que l'on connaît, avec les débats dont on se souvient entre la France et certains de ses partenaires, on pensait que le compromis final allait durer et que peu à peu l'EBA, en tout cas c'est l'opinion de beaucoup en France, allait monter en pouvoir, ce qui d'ailleurs a été totalement vrai du point de vue réglementaire, je vais y revenir dans une seconde. Évidemment, ce que personne n'avait prévu, c'est que suite à l'écroulement du système des caisses d'épargne espagnoles, soyons tout à fait concrets, un certain niveau d'inquiétude s'est développé en Europe et que l'on s'est sans doute un peu tard, mais finalement rendu compte que les superviseurs nationaux bancaires pouvaient, dans certains cas, être un problème, plus qu'une solution. Ça marche mieux, ça? Ouais. D'accord, moi je pense qu'on entend. Vous me dites si vous ne m'entendez pas. Il a fallu, dans l'urgence, lancer un exercice de saut dans le fédéral pour la supervision bancaire qui était en fait assez imprévu au moment de la création de l'EBA. Et comme souvent en Europe, il y a une procrastination très forte. On débat, on fait des compromis jusqu'à ce qu'on ne puisse pas faire autrement. Et là, on fait un saut qui a surpris le monde entier, y compris nos amis américains qui n'en reviennent toujours pas. Mais ça a été le cas dans tellement de sujets que je suis assez étonné que les gens ne comprennent pas que c'est comme ça que ça fonctionne. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Le saut est donc fait, et effectivement, l'EBA, qui garde un pouvoir réglementaire plus fort que jamais, parce qu'il faut bien voir que pour les banques comme la nôtre, l'EBA est un interlocuteur vital. Ils sont en train de publier tous leurs rapports et projets de normes techniques sur le ratio de liquidité, vital pour les banques européennes. C'est en train de se faire, là. Ils sont appelés sans cesse, on n'arrête pas de les voir. Ils vont le faire pour les conditions de publication du ratio de levier dès l'année prochaine. Ils vont publier un sujet bien connu de certains d'entre vous, les lignes directrices, donc les guidelines sur le risque de taux dans les banques, ce qui est aussi un sujet en particulier pour les banques françaises extrêmement important à cause des spécificités françaises. Ils sont sur tous les sujets vitaux de mise en œuvre de CRD4 et de Bâle III, plus importants que jamais. Les législateurs, grâce aux délices du trilogue, leur laissent de plus en plus de choses quand ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et on vient de le voir sur l'union bancaire avec quand même une guideline assez stupéfiante. L'EBA va devoir rédiger une ligne directrice sur les conditions de l'intervention étatique préventive dans une banque. Bonne chance. Mais ils vont le faire. Hein. Enfin, c'est quand même un sujet politique gigantesque. On n'a pas pu se mettre d'accord, on remet ça à l'EBA. Donc ça ne fait qu'augmenter. Et en même temps, problème existentiel majeur, qui est le superviseur européen qui monte? La BCE. Qui recrute à tour de bras quand le BA a du mal à recruter un stagiaire? La BCE. Qui va connaître les banques de toute la zone euro et au-delà? C'est bien sûr la BCE. Dans notre banque, on vient d'apprendre qu'on aura plusieurs centaines de contrôleurs pour ce qu'on appelle l'Asset Quality Review, sous l'autorité de la Banque de France, mais sous la supervision directe de la BCE pendant quelques mois. Ça ne choque personne, on s'organise, c'est tout à fait normal. C'est ça la révolution qui est en cours. Et du coup, question existentielle, bien compréhensible, normalement, comme l'a dit justement Fabrice, ça devrait renforcer, au-delà du pouvoir réglementaire très fort de l'EBA, indiscutablement, la nécessité d'avoir et de développer le rôle de cohérence entre ceux qui seront dans l'union bancaire pour la supervision et ceux qui n'y seront pas. Espérons que ça se passera comme ça. On n'en sait rien. Moi, je le souhaite pour une raison simple, c'est que je vois mal l'EBA
renforcé au niveau réglementaire et affaibli au niveau supervision. Je ne sais pas comment ça va marcher. Et ça risque de créer une situation extrêmement délicate, y compris pour les banques. On a besoin d'avoir un interlocuteur fort, sûr de lui, avec le personnel qu'il faut, bien organisé. La réalité est que sur la supervision, les conséquences de la supervision unique, ça peut être le renforcement de l'EBA dans son rôle. Effectivement, normalement, il devrait, par exemple, sur les stress tests, remettre un peu d'ordre entre l'exercice britannique, en cours, l'exercice BCE qui n'a pas encore commencé, mais comme vous le savez, on a donné à la BCE, dans le règlement, le pouvoir de faire des stress tests. Et c'est normal, c'est un superviseur national, entre guillemets. Là, on est en plein dedans. Qui va faire le stress test? Et honnêtement, je suis incapable de vous le dire à l'heure actuelle. Et en fait, même à l'EBA, ils ne savent pas trop. Ça, c'est une situation extraordinairement déstabilisante. C'est la très grande question. L'un des risques, c'est la tentation du condominium. La Banque d'Angleterre, par exemple, dit partout, elle a raison d'ailleurs, il y a 2 superviseurs en Europe importants. Il y a bien sûr la Banque Centrale Européenne, superviseur home vital, dominant, et puis il y a la Banque d'Angleterre, superviseur de la place de Londres, donc superviseur host. La question qu'ils ne posent pas, mais ils y pensent tellement qu'on l'entend, c'est « a-t-on vraiment besoin d'une 3e personne ?» La réponse est bien sûr oui. Sinon, qui va contrôler ce que se disent les deux et comment ça se passe? Plus de transparence, plus de board, mais je me permets de dire que c'est ce qui se joue en ce moment et que l'EBA n'a pas que des amis sur ce plan absolument capital de la coordination, de la supervision. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais insister parce que et l'EBA en souffre. Quand vous êtes installé à Londres, vous voyez qu'il y a un superviseur zone euro qui va aller au-delà de la zone euro, et vous voyez que le superviseur national qui est à Londres, non seulement dit qu'il va travailler avec l'autre superviseur pour faire une sorte de club à 2, mais en plus se demande s'il va rester dans l'Union européenne. Ça fait beaucoup pour motiver le personnel. Heureusement qu'ils sont bons, qu'ils travaillent comme des fous, et que franchement, au niveau réglementaire, on n'est parfois pas content, mais alors là, on ne peut jamais dire qu'ils ne sont pas compétents et qu'ils ne travaillent pas. Ils font le travail. J'ai juste une remarque, et je finirai par là, parce qu'il faut laisser bien sûr du temps aux questions, sinon ça n'a aucun intérêt. Ce que Fabrice a dit très justement sur les études d'impact au niveau réglementaire. Alors ça manque totalement, soyons honnêtes. S'il y a une grande critique vis-à-vis de l'EBA, et je l'ai dit à M. Enria, qui est plein de qualités, d'ailleurs qui ne nie pas qu'il n'y a pas un problème, hein, il le comprend. Mais c'est compliqué. Pourquoi est-ce que, par exemple, sur la mise en œuvre de Bâle III, qui est quand même l'énorme chantier réglementaire, et donc pour nous mise en œuvre de CRD4, pourquoi est-ce que la Fed aux États-Unis arrive beaucoup mieux, et c'est indiscutable, à intégrer de manière compatible avec Bâle les spécificités américaines, à cause de l'impact sur l'économie? Ils le font de manière transparente, c'est admis à un débat. Pourquoi on n'arrive pas à faire ça à l'EBA? Et je pense d'ailleurs que le fait qu'il n'y ait pas assez de personnes, qui soient toujours débordées, qui sont pris par le temps, joue beaucoup. Parce que cet impact, c'est extrêmement compliqué à intégrer. Et d'ailleurs, ils ne se moquent jamais de nous quand on en parle. Ils trouvent que c'est un vrai sujet. Pour l'ESMA, j'ai un petit peu plus de critiques à faire pour leur degré de coordination, enfin plutôt d'écoute de la profession. Pour l'EBA, leur porte est grande ouverte. Ils sont exemplaires. Ils sont très durs, c'est normal. Très très dur, mais ils écoutent toujours. Néanmoins, sur l'impact, honnêtement, on n'a rien, en dehors de l'impact direct, comme tu l'as dit. Le reste, est-ce que, par exemple, sur le ratio de levier, il n'est pas évident qu'il y a des différences, vu la différence d'intermédiation entre l'Europe et les États-Unis, à prendre en compte. Différences qui d'ailleurs ont beaucoup agité le niveau bâlois, donc ce sont des choses connues. Est-ce qu'on ne peut pas en tirer un certain nombre de choses compatibles avec Bâle, mais qui permettent de mieux tenir compte de la réalité économique et financière européenne? Ça, ce sont des débats, malheureusement, qu'on n'a pas. Donc pour résumer, malgré ce que je viens de dire, au niveau réglementaire, ça reste très puissant. Et il faut que le BA soit solide pour ça, parce que leur responsabilité va croissante. Les trilogues successifs ne font qu'ajouter du pouvoir à l'EBA. Au niveau superviseur des superviseurs, ou plutôt coordinateur des superviseurs, là, il y a une vraie question existentielle et j'espère qu'elle ne va pas remettre en cause l'ensemble du système.